Et nous pouvons donc conclure. Nous avons encore un quart d'heure, 20 minutes pour les questions. J'invite les intervenants à venir à la table et je ferai tourner le microphone. Une question à chaud pour Pierre-Antoine. Te souviens-tu, et si tu ne t'en souviens pas, ce qui m'étonnerait, d'autres sans doute dans cette salle doivent s'en souvenir, de l'épisode où Derrida raconte comment, sortant nu de sa baignoire, il croise le regard de son chat. Alors, à propos du faste, tu te souviens de ce passage? Non. Mais quelqu'un doit s'en souvenir. Moi, j'en ai un souvenir un peu confus, mais je sais qu'il m'avait beaucoup frappé. Et Derrida rend compte de la gêne qu'il éprouve à montrer sa nudité à un animal assez particulier qui est le chat. Alors, dans ta proposition et tes remarques sur le face-à-face entre l'homme et l'animal, cet épisode, sur lequel quelqu'un va peut-être apporter des précisions, pourrait t'intéresser d'autant plus que Noé est par ailleurs le personnage dont l'exhibition des parties sexuelles a créé quelques problèmes, si l'on en croit la Bible. Alors, puisque tu ne l'as pas en tête et que moi je ne m'en souviens pas bien, je me tourne vers ceux qui savent. Maurice, tu t'en souviens de ce passage? C'est en effet le début de l'animal dont je suis, puisqu'il commence disant je suis en train de faire la douche et il y a l'animal me regarde, puisque en effet il est comme en train de faire la douche, et voilà, c'est le début. C'était l'animal dont je suis, qui était publié par Marie-Louise Mallet en 2006. Et c'était, je crois, le texte qu'il a lu à la troisième série de Cérizy sur Derrida, au troisième colloque de Cérizy sur Derrida. Mais sur ça, mais quand même, c'est un texte qu'à l'origine, c'est à la moitié des années 90, si je me souviens bien, mais quand même, c'est là. C'est aussi, je dirais, un essai de penser la question de la reconnaissance au niveau entre les espèces. Pas, ce sont les hommes qui se regardent et se reconnaissent mutuellement, et les regards d'un animal, qu'est-ce qu'il renvoie? Est-ce qu'il renvoie en valeur? Est-ce qu'il renvoie évidemment quelque chose parce qu'il a honte? Il se sent mal à l'aise. C'est sûr que c'est tout à fait ça serait tout à fait dans la famille de ce que j'essayais d'évoquer, c'est-à-dire effectivement la construction d'un face-à-face dans lequel, d'une certaine manière, la relation est ouverte et les termes ne sont pas fixés. C'est pour ça que je suis très impressionné par la manière dont Derrida pointe, la manière dont le concept, dont on doit être saisi par le concept dans le sens que lui donne Heidegger, dont on doit être saisi par le concept comme par une griffe, hein, où là quelque chose se trouve entièrement ouvert dans deux identités, disons, dont les rapports ne sont pas établis, dont les relations ne sont pas fixées, dont la hiérarchie est encore moins définie. Et de ce point de vue-là, il me semble que tout ce qui concerne la fable de Noé, qui reste cité dans le cours de Derrida, mais qui est cité comme une sorte de, très curieusement, alors qu'il me semble que cette fable est au cœur du problème que pose la relation de l'homme et de l'animal dans ce long héritage, le texte de Noé est cité au début du cours de Derrida, mais comme une sorte d'emblème. Le nom de Noé revient 3 ou 4 fois, comme ça, dans les premières pages, et puis ensuite, bon, mais peut-être que dans ce cours qui n'a pas eu lieu, Noé serait revenu. Donc, je voulais juste évoquer le petit problème du cahier de présence, qui semble un incident tout à fait banal. Effectivement, chaque cours, il s'arrêtait pour poser la question où était le cahier de présence et si tout le monde l'avait signé. Sauf qu'une fois, il s'est vraiment fâché et il avait donné la raison, une raison tout à fait étonnante parce que l'amphithéâtre était vraiment plein, archi plein, et il avait dit, si tout le monde ne signe pas, on risque de me retirer la salle. Voilà. Donc il était nécessaire de signer le cahier de présence pour pouvoir s'assurer de la réservation de la salle, ce qui est quand même
quand même étonnant. Et alors, ce qui m'a amené à penser que finalement, il ne considérait pas sa chair, en tant que philosophe, comme une chair pérenne. Mais il a considéré considérait sa position comme une position tout à fait entre un dehors et un dedans. Et je crois que c'est à partir, paradoxalement, c'est à partir de cette position dans laquelle lui-même se situe entre en dedans et en dehors qu'il pouvait enseigner, philosopher, etc., etc. Je crois que c'est aussi juste notre cher maître Giovanni et à moi, Louis Marin, disait toujours au début de son séminaire, le cahier est la preuve ontologique du séminaire. Donc remplissez-le. Et je crois que ça, c'est une époque de l'institution qui est un peu dépassée. C'est-à-dire que c'est une époque où le séminaire était le cœur de l'institution et que par conséquent, le cahier comme preuve ontologique du séminaire était la preuve ontologique de l'institution. Je crois que maintenant, l'évolution de l'institution est telle que je ne sais plus si le cahier est véritablement la preuve ontologique du séminaire comme cœur de l'institution. Mais c'est intéressant d'évoquer le passé de rôle de ce cahier qui nous a toujours beaucoup amusé, Giovanni et moi. Quand on évoque Louis Marin, on évoque souvent le cahier comme preuve ontologique du séminaire.